Donc bonjour, vous m'entendez? Oui. Donc je vais vous parler donc, de la technique du deep soil mixing, donc, qui est une technique donc, de renforcement des sols. Donc j'aborderai la partie donc, qui concerne je parlerai de la formulation, la durabilité. Donc je passerai rapidement sur certains transparents parce qu'il y a déjà eu des choses qui ont été présentées auparavant tout à l'heure. Alors, donc le sommaire rapidement. Donc je vais donner quelques éléments sur le soil mixing. Je vais présenter quelques résultats qui me semblent importants. Je parlerai de durabilité. Et enfin, je finirai avec quelques conclusions et perspectives. Donc, le deep soil mixing, donc par rapport aux autres techniques, donc on a parlé ce matin donc, des inclusions rigides. Il existe aussi la préconsolidation, la substitution ou l'injection. Donc, le deep soil mixing, il permet en fait de valoriser en fait quelque part les matériaux de site. Donc, ce dont je vais parler, en fait, donc, on a une efficacité qui est en général assez variable en fonction évidemment du type de terrain rencontré. On parle de présence d'inclusion de sol, donc des parties de sol qui n'ont pas été forcément mélangées et qui restent donc dans le matériau final. Et parfois, donc, on le qualifie donc, d'injection dirigée. Alors, ce n'est pas de l'injection proprement dite, mais j'expliquerai après pourquoi on utilise ce terme-là. Alors, donc, il y a deux méthodes en général qui sont présentées. La méthode sèche, qui consiste en fait à injecter un liant sous forme de poudre pour les sols vraiment très, très humides. Et donc la seconde méthode, la méthode humide, qui concerne en général la plupart des cas, en France en tout cas, auxquels j'ai été confronté, qui est plutôt d'injecter un coulis. Alors, donc le soil mixing permet donc d'améliorer les caractéristiques de sol en mélangeant avec un liant, donc généralement du ciment. Ça ne nécessite aucun apport de matériaux et pas d'extraction, donc normalement peu de déblais. Il y a quand même le spoil, mais il y a quand même assez peu de déblais. Le matériel en général nécessaire pour certains cas est assez compact. Et normalement, on apporte moins de liants, évidemment, que les autres techniques, parce que c'est pour que ça ait un intérêt effectivement économique. Et donc, on peut satisfaire certaines des contraintes donc, environnementales sur le chantier, avec s'il y a des bilans carbone qui sont faits dans certains cas. Donc, les phases, je vais passer rapidement. Alors, les applications, on en a parlé tout à l'heure. Donc, effectivement, réduire les tassements sur les ouvrages, les problématiques d'étanchéité sur lesquelles je vais venir, les soutènements, et les problématiques de liquéfaction. Donc, il y a des procédés qui ont été développés pour cette application. Alors, donc les trois. Alors, je vais parler de deux applications, mais j'ai laissé la troisième pour montrer un peu les variétés d'outils qu'on peut trouver. Donc, ici, vous avez un outil qui est. On ne voit pas la souris. Ah, si, ok. Pardon. Donc, un souris complètement à gauche qui est une colonne. Ensuite, vous avez la tranchée, la trancheuse qui a été décrite tout à l'heure, et vous avez donc le CSM, plutôt pour donc, ils sont trois outils. Les trois outils peuvent être utilisés à la fois pour les fondations, pour l'étanchéité ou le soutènement. Et donc, ce qui est intéressant avec le soil mixing, c'est en fonction de l'outil ou de la technique, eh bien, on se retrouve avec des matériaux qui peuvent être assez différents. Par exemple, la colonne, vous voyez, quand on a sur une colonne de 5 mètres, par exemple, on a une première zone qui est, sur les autres 3 mètres, on a du limon. On va se retrouver principalement avec un mélange de limon et de ciment. Et en dessous, on aura pratiquement du sable, donc vous voyez, il y a peu d'inclusion. Et alors que dans le cas de la trancheuse, on aura normalement une homogénéisation du matériau sur l'ensemble. Donc ça, c'est un peu la particularité, c'est dans le deep mixing, en fonction de l'outil utilisé aussi, on a un matériau différent. Donc, dans le cas du projet RUFEX, donc, qui avait pour principe en fait, de renforcer les plateformes ferroviaires, mais en fait, il a été, en fait, donc c'est la première fois en fait, donc, que cette technique avait été testée donc, sur des plateformes ferroviaires. En fait, donc, l'idée, c'était de faire une sorte d'injection dirigée, parce pour renforcer en fait, les plateformes, parce que l'injection classique, alors, qui avait été testée auparavant, donc par Dixit, le maître d'ouvrage, donc on se retrouvait avec des remontées de coulis. Donc dans le ballast, et donc évidemment ça. Et donc l'intérêt de cette technique-là, c'était effectivement que, a priori, on avait un système qui était développé ici, donc qui permettait en fait de faire descendre donc un outil et de faire la colonne donc sous la plateforme. Donc comme je disais tout à l'heure, on se retrouve avec deux types de matériaux. Alors, bon, il y a le troisième ici qui est une sorte de transition, mais la première couche était mélangée limon par exemple, limon argileux, ciment, et le deuxième c'était donc du sable ciment. Et ça se retrouve bien, effectivement, quand on carotte la colonne,
on retrouve bien effectivement des résistances, cette variation de résistance en fonction du matériau. Et donc, on a effectué effectivement un essai de chargement sur une colonne. Donc, et en fait, donc, pour le caler, il a fallu effectivement considérer un comportement, le matériau sol-ciment, non pas comme un matériau élastique linéaire, comme pour une inclusion classique, mais plutôt comme un matériau, on va dire sol-ciment, moins raide. Le cas de rangée pour l'étanchéité, donc c'est une trancheuse qui est utilisée. Donc vous avez la technique qui est décrite ici. Ça consiste on fait une pré-tranchée, on met la poudre de ciment et on descend donc l'outil qui va permettre de réaliser la tranchée. Donc par rapport à la méthode humide, méthode sèche, on est un peu entre les deux. Mais c'est un équivalent qui a été, en tout cas économique, qui a été trouvé par l'entreprise. Donc on a travaillé surtout sur des digues sèches. Donc je donne ici les caractéristiques qui sont recherchées en général. Donc c'est plutôt des perméabilités. Donc je vais toujours la perméabilité en second, mais évidemment c'est le paramètre le plus important. Mais vous avez également les résistances. Alors pourquoi les résistances? Parce qu'on a un problème d'hétérogénéité du matériau. Et donc l'essai mécanique est beaucoup plus simple pour représenter cette hétérogénéité. Donc par exemple ici, vous avez, si on représente le cas du sable ici, pour un matériau plutôt sableux, alors évidemment quand on fait des mélanges au préalable, on teste des dosages, et ici vous voyez que c'est des prélèvements qui ont été faits, donc c'est pour ça qu'il y a une grande disparité des données à un nombre de jours donnés. Donc ici, vous avez 7 jours, 28 jours, 90 jours et 200 jours. C'est un dosage qui était de 170 kg par mètre cube de sol. Et vous voyez que pour le retrouver un petit peu, il a fallu tester en labo auparavant, donc rajouter effectivement, tester plutôt C140, parce qu'évidemment, sur chantier, en tout cas pour le sable, il y a un peu de perte, parce que quand le matériau est imperméable, on perd un peu de ciment, mais on arrive à retrouver un peu les valeurs min et max avec ces essais. Donc l'idée, en fait, c'est quand on a un site, on a un prélèvement, on a un matériau, on fait son identification, et après, il faut savoir, faut regarder dans une base de données pour savoir quel dosage on met et comment on va réaliser. Donc c'est ça la logique. Donc là, nous, on fait un rétro, on fait une sorte on fait un dimensionnement donc à l'envers, mais le but, c'est de prévoir pour faire justement cette base de données. Pour le limon argileux, donc ici, j'ai représenté donc effectivement l'évolution donc alors pour différents, donc la chance qu'on a eue, c'est qu'on a eu en fait des prélèvements sur plusieurs années, donc 4 et 8 ans ici. Donc S c'est la méthode sèche et H c'est la méthode humide. Donc les deux ont été testés et on peut voir effectivement et il y a une troisième méthode sèche qui a été réalisée et on voit donc que entre 4 et 8 ans entre H et S, on voit qu'on a des évolutions. Donc en fait, le temps de prise, en fonction des matériaux effectivement et du dosage aussi, peut être un paramètre qu'il faut prendre en compte. Donc ça aide pour la durabilité, mais on ne peut pas viser effectivement une résistance ou une perméabilité à 10 ans. Mais en tout cas, le matériau, a priori, il s'est amélioré dans le temps. Après, on a plusieurs corrélations qui peuvent exister pour reproduire. Donc ici, j'ai utilisé juste une relation RC en fonction du temps pour retrouver la réponse du matériau en termes de résistance. Bon, ici, c'était des corrélations un peu différentes, mais en fonction du type de matériau et également du type d'outil, on peut avoir des corrélations assez différentes. Alors, pour la formulation, comme je disais tout à l'heure, donc on a donc différents types de matériaux, donc on aura différents types lors de la réaction du mélange, on aura donc différentes réponses du matériau mécanique et donc hydraulique. Donc après au niveau de la préparation, alors donc si je reviens un peu au laboratoire, en fait donc comme je vous disais en prévision, donc on a un site, on récupère du matériau de site. Alors soit et on réaliser des mélanges en laboratoire. Donc après, il y a évidemment plusieurs méthodes pour réaliser des mélanges. Donc ça en soi, c'est un domaine. Donc nous, on a essayé pour se rapprocher. Alors, on a été confronté à quelques chantiers, donc évidemment, on n'a pas eu. Mais par rapport aux chantiers auxquels on a été confronté, on a adapté un petit peu la mode de préparation. L'idée, c'était de garder le matériau le plus naturel possible. Parce qu'en fait, la procédure qui nous est recommandée, c'est plutôt prendre un matériau, quel qu'il soit, le sécher, le mettre presque en poudre et faire le mélange. Donc évidemment, quand on prend une argile, qu'on la met en poudre et qu'on la sèche, quand on lui met de l'eau, je pense que le comportement de l'argile, quand on lui apporte de l'eau, n'est pas le même que quand l'argile est prélevée directement.
Donc ça c'est des questions effectivement qui se discutent. Ensuite, on a l'ouvrabilité, donc on définit en fait quelle teneur en eau on choisit par rapport en fait à l'application que l'on souhaite. Donc l'outil, bon, je reviens à ça tout à l'heure. Donc le ciment, on est resté, alors a priori, la plupart du temps, on est resté sur un ciment CM3C. Et les dosages qu'on a testés, on n'a pas testé des choses inférieures à 140 kg par mètre cube de sol, parce que a priori, enfin, en tout cas pour les matériaux qu'on avait, c'était pas pour le savon, on aurait pu le faire, mais c'était pas forcément intéressant. Et donc en fait, pour le choix en fait de la teneur en eau et que l'on utilise en laboratoire pour essayer de prévoir le comportement du matériau, on a deux types d'essais. Donc celui qu'on connaît pour les bétons ici. Donc le but c'est un étalement en mini-cône donc de à peu près 30 cm pour avoir la teneur en eau nécessaire. Ou bien on a également un essai à la table d'écoulement. Donc l'avantage de ce second TC, c'est que en fait, c'est facile de le faire sur chantier. Donc on a à peu près maintenant des gammes de valeurs qu'on a pour différents types de matériaux. Donc en préparant en laboratoire le matériau qu'on reçoit pour un site, on peut se baser effectivement sur l'étalement que l'on a pour le mélange. Donc en fait, ça se fait donc, par étapes, effectivement, l'ensemble. Donc les performances, je ne vais pas trop rentrer. Alors je vais présenter quelques résultats d'essais pour donc, toujours mécanique. Alors je présente effectivement l'essai de perméabilité également. Donc l'idée, c'est d'avoir à la fois des modules donc, dynamiques en faible déformation, ou bien en fait donc, des modules, on va dire, en grande déformation, ainsi que la résistance. Donc on a cherché à faire apparaître deux types de modules. Donc en fait, on a la résistance, donc QU ou le RC. Donc dans la notation, j'ai peut-être mélangé un peu les deux. Vous avez ce qu'on appelle le E50 global et le E50 local. Donc c'est un module E50. Alors le global, c'est le module que vous mesurez quand vous comparez le déplacement entre le haut et le bas de l'éprouvette. Et vous avez le E50 local pour la partie centrale. Donc c'est a priori, quand on peut faire celui-là, on le fait, mais comme on cherche à acquérir des données, dans la littérature, la plupart du temps, c'est du global que l'on a. Donc on l'utilise également. Et on a bien sûr donc l'essai de perméabilité qui permet effectivement du matériau en place. Alors, on s'est intéressé en fait à la partie inclusion. Donc la partie inclusion, c'est donc on a un matériau qui a été réalisé et on le prélève et on veut savoir à peu près quel est le pourcentage d'inclusion que l'on a dans le matériau. Donc on s'est basé sur une technique. Alors on n'est pas les premiers à avoir fait ça. Donc ce sont les Belges du CSTC, du BBRI, qui ont fait ça. En fait, ils ont fait une méthode 1D, donc simplifiée, où en fait vous tracez 4 traits à 90 degrés et vous mesurez en fait à la fois la partie matrice et la partie inclusion. Donc l'inclusion, ça peut être des cailloux ou du sol mal mélangé. Alors c'est une méthode assez brute, mais c'est une première approche qu'ils ont testée et en fait qu'ils utilisent sur le chantier. Donc après. Ensuite, alors nous, on est allé un peu plus loin, on a essayé de faire une méthode 2D simplifiée, où on a essayé d'étaler effectivement l'éprouvette. Donc on a une éprouvette cylindrique, on l'a étendue en fait par imagerie. Et donc vous avez les deux schémas qui sont ici avec, en fait, et vous avez une représentation en fait du matériau. Et donc pour essayer de caler ça, donc vous avez donc les collègues du BBRI qui ont appliqué cette méthode pour une digue. Donc dans le cadre d'un renforcement au CSM, donc méthode 1D, ce que j'appelle méthode 1D. Donc ils avaient des inclusions entre 0 et 18%, et ils avaient quelques cas supérieurs. Et donc pour eux, ils ont défini des critères en fait par rapport au pourcentage d'inclusion. Donc après, nous on a été un peu plus loin, on a fait une méthode 3D. Donc on a coupé un peu l'éprouvette. On a essayé de reproduire l'éprouvette, on va dire, par imagerie, pour après en faire un maillage en fait, et essayer de faire un calcul pour voir qu'est-ce qu'on obtenait comme paramètres. L'idée, c'est d'avoir en fait des paramètres toujours mécaniques et hydrauliques. Donc à partir des techniques qui ont été utilisées, qui sont un peu décrites ici, en fait, donc on a des tranches qu'on a coupées, 3 à 5 mm, donc sur une éprouvette qui fait 180, et donc après on a reproduit avec un logiciel et on a pu donc recréer l'éprouvette et la simuler. Donc l'éprouvette était testée expérimentalement et numériquement. Et donc on arrive à peu près à caler, enfin on est en phase de calage. Donc évidemment le 3D évidemment est censé être plus représentatif que le 1D, mais comme il y a peu de chances que ça se fasse dans d'autres, dans le cadre d'un chantier, le but c'est de voir où est-ce qu'on est entre 1D et 3D.
C'était ça l'idée de départ. Alors, donc l'effet des inclusions, donc je vous ai parlé donc, des collègues du CSTC BBRI. Eux, ils ont pour les trois, donc ils ont défini 3 types de matériaux pour toute la Belgique. Donc voilà, donc sable, silt et leur argile. Et ils ont défini un pourcentage possible d'inclusion. Et ils ont défini également des lois de RC modules en fonction du pourcentage d'inclusion. Donc nous, on a commencé à regarder un petit peu ça. Donc on a eu la chance d'avoir un écran qui a été prélevé effectivement donc sur les digues de Loire, donc un renforcement qui a été réalisé. Donc on l'a carotté, on a essayé d'utiliser la même méthode pour déterminer ce type de loi, effectivement, en fonction des pourcentages d'inclusion. Donc bon, c'est la méthode indé, c'est pas encore bon, leur maîtrise doit être un peu meilleure que la nôtre pour ça, mais en tout cas, on peut essayer effectivement de faire ça. Donc également, donc en parlant, je parlais de 3D et de 1D. Donc ici, vous avez donc la relation entre 1D et 3D. Donc ce qu'on voit, c'est que nous, on a eu 4 carottes en fait sur des chantiers. Donc ici, donc S1, SC2, SC4G, SC4S. Donc qu'on a récupéré. Ça nous a fait notre base de données et on a récupéré en fait l'échantillon d'un site qui n'a pas fonctionné pour voir un petit peu quand je dis pardon qui n'a pas fonctionné, pour lequel en fait l'énergie de malaxage a été la même, en fait, et évidemment, vu que le matériau était plus argileux, on s'est retrouvé avec, bien sûr, beaucoup plus d'inclusion. Donc, effectivement, donc pour souligner en fait que, effectivement, il faut adapter. Donc, parce que souvent, c'est des sites qui se suivent, hein, et donc, il faut adapter. Donc en fait, la méthode de réalisation. Et donc ce qui peut se produire, effectivement, c'est si on tombe sur une zone argileuse, eh bien, vous avez tous les points, le losange orange. Là, je suis désolé, la souris, je ne la vois pas. Non. Tous les losanges orange ici, qui sont en fait le pourcentage d'inclusion qui est beaucoup trop important par rapport à ce qu'on aurait sur les autres chantiers. Donc en général, nous, on voit qu'on est à 20% à peu près en 1D et on va dire 15% en 3D. Donc voilà, c'est plutôt cette gamme-là. Là, on voit qu'on a largement dépassé parce que l'énergie était la même. Et en termes de paramètres mécaniques, on a retrouvé les mêmes choses. Ici, vous avez la base de données à droite, sur la courbe de droite. Donc en bleu, vous avez la base de données qui est issue des 4 chantiers. Et ici, vous avez les points, en fait, les quelques points qu'on a réussi, parce que le matériau n'était pas très... on a eu du mal à faire les essais dessus. On voyait bien qu'ils sont bien inférieurs à la base de données. Donc, en fait, la base de données qu'on est en train de constituer, donc bon, c'est assez compliqué d'avoir des échantillons parce que quand même, ça peut créer une faiblesse. Alors, pour rappel, en fait, donc la trancheuse, vous avez une épaisseur de 60 cm de large, maximum. Et donc, quand on fait un prélèvement dedans, 10 cm, donc il faut bien le reboucher, bon, on a parlé de ça tout à l'heure, parce que sinon ça peut faire une zone de faiblesse. Donc le maître d'œuvre, il est plutôt réticent. Donc c'est pas, donc les carottes, on les a pas très très souvent. Donc ici, alors par rapport à la méthode sèche, méthode humide qui a été testée, donc ici, alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir, ici vous avez à gauche la méthode sèche, à droite la méthode humide. On a, en termes de texture, rien que visuellement déjà, on voit une petite différence. Effectivement, entre les deux matériaux. Donc, effectivement, le fait d'injecter un coulis ou la poudre qui est injectée de 1 mètre de haute en surface jusqu'à 1 mètre de profondeur, jusqu'à 5-6 mètres, ou alors 7 mètres, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, ici, vous avez quelques résultats. Donc par rapport à la méthode, alors je m'excuse, je ne vois pas ma souris. Alors, donc vous avez SC2 et SC4 ici. Alors, je m'excuse, je n'ai pas mis les mêmes notations qu'auparavant. SC2, c'est la méthode sèche, SC4, c'est la méthode humide. Vous voyez, en fait, donc, en termes de pourcentage d'inclusion, donc on a une certaine hétérogénéité. Et également, a priori, on en a quand même plus pour la méthode sèche. Donc, on fait ce travail à la fois pour des inclusions de sol, donc la partie gauche, que pour des cailloux, la partie droite. Et donc, encore une fois, pour la partie donc, cailloux, alors pourquoi est-ce qu'il y a des cailloux? Parce que dans la tranchée, vous avez le corps de digue et vous avez un sol de fondation. Donc, si le renforcement descend dans la fondation, vous mettez du matériau granulaire dans le renforcement. Et évidemment, ça améliore un peu le matériau, mais vous avez quand même des cailloux dans l'ensemble. Et ici, vous avez donc, en termes de résistance, vous avez la comparaison toujours en bas entre RC en fonction de la profondeur, pour SC2 qui est la méthode sèche et SC4 qui est la méthode humide. Donc on voit a priori que la résistance est un peu plus élevée pour la méthode humide. Et ici, on a rajouté un cas qu'on avait eu pour la méthode sèche aussi.
où en fait, on n'avait pas rajouté de chaux. Donc dans la méthode sèche, parfois, effectivement, en fonction des cas, on a de la chaux à rajouter. Et donc c'est pour ça qu'on arrive à des résistances qui sont un peu inférieures, mais pas dramatiquement. Alors que pour le premier cas, vous n'aviez que du ciment, entre guillemets, à un dosage équivalent dans les deux cas. Et effectivement, vous voyez que les carrés orange, les résistances sont très inférieures. Donc pour la durabilité, je vais passer rapidement. Donc je parlais tout à l'heure effectivement de la réponse dans le temps. Donc on a quelques cas qui sont assez connus, effectivement, où on voit que 20 ans après ou quelques années après, on a une amélioration de la résistance du matériau. Donc, ensuite, alors, par rapport à la durabilité, on a quelques protocoles. Donc on a testé en laboratoire justement cet effet des inclusions. Donc on a réalisé des mélanges en laboratoire et on a testé donc 0, 5, 15, 25% d'inclusion. Donc on a réalisé, et donc ce qu'on a fait, c'est qu'après, donc évidemment, on a testé effectivement les résistances. Et ce qui apparaît, c'est que vous avez, alors si je prends la courbe bleue, parce que je ne vois pas la courbe bleue ici, vous voyez qu'on a effectivement, la résistance diminue en fonction des pourcentages d'inclusion. Donc ça, ça on pouvait s'y attendre. Si je regarde la courbe grise, en fait, c'est la courbe qui est une courbe en fait qui représente le taux de ciment. Si vous prenez en compte le ciment qui n'est pas dans les inclusions, vous le rajoutez dans la matrice. Donc vous avez une matrice qui est plus résistante à partir du ciment. Et par contre, et la courbe orange, eh bien en fait, c'est le cas où vous avez les inclusions et les inclusions et la matrice. Et donc vous voyez que on monte au-dessus de 1. Alors, comme on n'a pas fait entre 5 et 15, on doit avoir un pic quelque part. Et ça redescend après, effectivement, quand le pourcentage d'inclusion augmente. Donc les inclusions, ce n'est pas toujours négatif, effectivement, parce que vous avez du ciment qui va aller dans la matrice et donc qui peut avoir un effet positif. Et donc après, on a appliqué des cycles d'humidification séchage pour un peu la durabilité. Alors je vais passer rapidement. On a également testé effectivement pour le test d'érosion, parce que cette technique est utilisée pour les problématiques d'érosion. Donc on a également utilisé donc les essais d'érosion de trous qui sont très utilisés pour essayer de reproduire. Donc on a voulu reproduire sur certains matériaux pour voir en fonction de la profondeur et du renforcement à quel taux d'érosion on arrivait. Ensuite, on a donc encore une dernière pour l'érosion, le comportement à long terme. On a également étudié donc des cellules de percolation sur lesquelles en fait on étudie l'évolution du pH et de l'eau qui sort en fait pour voir est-ce que ça entraîne ou pas des pertes de matériaux. Alors, on a pu instrumenter également un matériau parce qu'on cherche toujours à savoir quels sont les cycles qu'il faut appliquer pour les différents matériaux, les cycles humidification-séchage et sollicitation qu'ils subissent. Donc on a fait une instrumentation donc, avec l'Adreal et le CEREMA, où on a instrumenté en fait, un écran avec des capteurs en fait, d'humidité et de température. Et donc on voit effectivement pour avoir un petit peu, donc on a vu effectivement les différents taux d'humidité et de température qu'on peut tester sur les matériaux, et donc c'est ce qu'on pourrait appliquer effectivement sur les matériaux pour voir leur durabilité. Alors, en conclusion, par rapport au sommet ici, il n'y a pas vraiment d'aspect positif et négatif, mais c'est plus voir un peu les différents points. Donc, on a la valorisation des matériaux de site, donc ça c'est important. On améliore les performances, on diminue la porosité du sol, on consomme une partie de l'eau, parce que des fois il peut y avoir trop d'eau effectivement dans le milieu, et on peut également, donc évidemment, on diminue la perméabilité, donc on améliore les performances du matériau, et donc on a une problématique donc, de temps de prise, donc j'ai parlé tout à l'heure, et on a effectivement, en fonction du type de sol qu'on n'a pas prévu, on peut avoir une efficacité variable. Donc, en termes de base de données, donc on a un certain nombre de mélanges, on a essayé de trouver des corrélations effectivement, et on voit qu'on a, par rapport au ratio par exemple de modules, on voit qu'on arrive à représenter entre 85 et 95% des données pour un ratio entre E50 local et 500 RC. En général, on arrive à reproduire l'ensemble des données. Donc voilà, ça donne des corrélations, mais ça dépend vraiment de l'outil ou des matériaux. Donc j'ai mis ici je vais passer rapidement, c'est quelques corrélations. Et voilà, donc je voulais juste parler pour la fin du guide belge qui existe sur le soil mixing, et notamment pour la partie soutènement dont je n'ai pas parlé, parce que donc, eux, c'est ce sur quoi ils ont travaillé, mais les dosages, effectivement, ce n'est pas les mêmes que ceux que j'ai présentés. Donc, mais en tout cas, par rapport à ce qui nous concerne, donc nous, on a encore un travail effectivement de base de données chantier laboratoire à faire corréler.
On a les liens alternatifs, parce que bon, là maintenant, le ciment, c'est bien, mais voilà, il faut essayer. Déjà, on a CEM3, mais on peut essayer de faire mieux. Et après, évidemment, il faut qu'on fasse un guide. Alors, sauf si on utilise directement le guide belge, ou il faudrait qu'on fasse un guide en France sur ça, quoi, en fait. Donc, ça, maintenant qu'il y a plusieurs labos qui travaillent dessus, qu'il y a des entreprises, il faudrait se lancer là-dessus. Voilà, merci.